Il arrive souvent dans la rivière des Remparts que la vallée tout entière se prête à des jeux d'ombre et de lumière. Comme une mise en abîme, les puits volcaniques reprennent eux aussi ces nuances en clair-obscur. Parfois, des visiteurs ajoutent des variantes à ce thème des rayons et des ombres en descendant dans des cascades de lumière. Ce puits volcanique, situé au fin fond de la rivière des Remparts, est particulièrement propice à ces variations énigmatiques entre l'ombre et la lumière. Exploré en 2014, cet édifice géologique est unique en son genre à La Réunion. Il a retenu l'attention de la communauté scientifique lors d'une conférence donnée à la Cité du Volcan. On y est allé, c'est un lieu assez magique, et puis sur le chemin du retour, on a découvert ce puits. On entend un ruissellement permanent. Donc lorsque il pleut en surface, ça ruisselle. Est-ce qu'il n'y a pas des ustensiles, par exemple, des éléments ou quelque chose? C'est une découverte qu'on attendait, parce que ça faisait longtemps qu'on travaillait dans le coin. Et tout le monde a envie de dire et la suite, parce qu'il y a encore plein de choses à faire et à découvrir, quoi. À la suite de cette présentation, de nouvelles séries d'expéditions ont été organisées, au cours desquelles les scientifiques allaient apporter eux aussi leur éclairage à cette formation géologique particulière. Sont ainsi venus sur le site Vincent Famin du laboratoire géosciences de l'Université de La Réunion, Anthony Finizzola, vulcanologue à l'Université de La Réunion, Rachel Mazuko-Gusset, géologue à l'Université de La Réunion, Marie Chaput, étudiante doctorante en volcanologie, Guillaume Guimbrotière du CNRS d'Orléans, rattaché au laboratoire SEMTI. Les études menées ont aussi été élargies à l'environnement naturel autour du puits. Nicole Crestet s'est particulièrement intéressée à la faune et à la flore constituant l'écosystème de ce site volcanique hors norme. Nous porterons également une attention particulière au cratère Commerson, situé en haut et au bord de la rivière des Remparts. Son histoire géologique, dans ses grands épisodes éruptifs, semble être à l'origine de ce puits volcanique profond. Nous avons tenté de comprendre comment cette éruption majeure d'il y a 2000 ans a pu remodeler entièrement la vallée de la rivière des Remparts. La rivière des Remparts fait partie du réseau fluvial du massif du volcan. Cette vallée a entaillé profondément le relief du Sud sauvage. Là où commence cette vallée, sur le bord en haut, se trouve le cratère Commerson. Il est à l'origine d'un événement tectonique majeur dans l'histoire du volcanisme de l'île de la Réunion. La localisation en fait, du Commerson, de son éruption, pourquoi le Commerson est sorti là où il est sorti. Il faut savoir qu'à l'échelle de l'ensemble de l'île, on a quand même un axe majeur, ce qu'on appelle une rift zone, c'est-à-dire une remontée profonde de magma. En témoignent tous les alignements de petits cônes qu'on a au niveau de l'île de la Réunion, dans ce secteur. C'est une concentration de cônes principaux. Et le Commerson fait partie de ce grand axe à l'échelle de l'île nord-ouest-sud-est. Alors, l'éruption elle-même du Commerson, c'est en fait l'alignement de 3 points. On a le Commerson, le trou Fanfaron, et puis un 3e point de sortie qui a été dénommé le trou de lave. Alors, en datation, malheureusement, on n'a qu'un seul point qui a été daté, c'est-à-dire ce sont les dépôts du Commerson. Vu l'alignement de ces trois édifices, de ces 3 centres de sortie du magma,
on pense qu'il y a un lien et que les 3 événements se sont produits en même temps. Alors si on veut parler de la topographie, ou même de la géomorphologie, c'est-à-dire la forme du sol géologique par l'érosion, en considérant le piton des neiges, ce qu'on constate, c'est qu'en général, l'érosion, il y a un système radiaire qui se constitue. C'est-à-dire que les vallées se créent depuis le sommet vers les points zéro, ici en l'occurrence l'océan Indien. Si on se reporte maintenant sur le piton de la Fournaise, on constate qu'il y a un ancien système radiaire, mais qui est recoupé par un système perpendiculaire qui s'appelle la vallée des Remparts. Et ce système perpendiculaire n'est donc pas du tout dans la logique radiale de l'érosion. Ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que cette partie, on dira nous ancienne, parce qu'on connaît par datation les roches qui ont qui ont 290 000 ans, si on se déporte à l'est, on n'a plus du tout ces roches de 290 000 ans, mais les plus vieilles ont 110 000 ans. Ce qui veut bien dire qu'il y a eu un événement catastrophique, de type faille, effondrement peut-être vertical, peut-être quelques composantes également latérales vers l'est, mais qui ont fait disparaître l'ancienne partie du volcan, l'ancien piton de la Fournaise, si on veut dire ça ainsi. Le puits que nous avons exploré se trouve au fond de la rivière des Remparts. Si l'on prolonge la ligne des 3 points de sortie, on pourrait supposer qu'il s'agit là d'un 4e cratère d'émission de lave. Est-il contemporain à l'éruption du Commerson? Les scientifiques devraient pouvoir trancher sur cette question au terme des études qui seront menées. Pour préparer leur venue, nous repartons sur le terrain afin de mettre au point toute la logistique nécessaire. On a combien? 600 mètres de corde? Ok. Donc comme ça, moi je prépare déjà la corde. Il est accroché. Là, je vais voir si nos nouveaux tapis, là, le tapis que tu as trouvé, là, je vais juste voir si c'est efficace, si ça va bien. Ah bah écoute, on va demander mieux. Bon, cette corde-là, je la mets de côté. Tu n'as pas à t'en occuper. Installation du nouveau R3. Donc un petit peu plus haut que le précédent. Voilà, R3. Et on va vers R3 bis. Et là, partout, c'est bon. Là, on a de la bonne roche. Mais il y a que là qu'elle est bonne, donc on n'a pas le choix. Bon voilà, protection de corde, hein, on avait déjà beaucoup dit, Goulon a déjà beaucoup insisté là-dessus. Gros problème de frottement, donc on est obligé d'en mettre un peu partout. Allez, vas-y, mets de la vitesse. Tu vois tout là? Ouais.
Cette structure a été cartographiée méticuleusement par l'équipe d'exploration. Un infographiste nous en a fait une représentation 3D. Cet édifice a été également baptisé le puits Jeanne Barret. On a donné des noms à ces différentes parties pour se repérer plus facilement. Voilà, en fait la corde tu peux la laisser filer, tu vois, donne pas de mou. C'est moi qui appelle le mou. Hein, tu feras pareil pour Alain. Ça marche. Tu la gardes entre tes mains. Nous allons suivre plusieurs visiteurs au cours de leur descente dans le puits. Merci. Bon bah les gars, bon courage. Aidez-vous. Ok, bah je descends jusqu'au R3. Tranquille. N'oublie pas de remettre la corde dans le mousqueton après toi. Hein. Ouais. Et là. Waouh, magnifique rayon là-haut. Là. Ça y est, je vais toucher terre. Je vais aider à ce qu'il fait un son. Je suis léger, les deux. Voilà, pour l'instant, je ne vais pas plus loin. Putain, je suis vraiment pas fier. Ici, on est en haut du pas de Marlène, après avoir donc monté l'échelle. Donc il y a bien un mouvement.
3 scientifiques descendront dans le puits et 3 autres resteront en surface pour d'autres types d'études. Guillaume Gimbretière du CNRS nous rejoindra directement sur site. Il arrive très tôt un matin avec sa culture urbaine. Nous lui apprendrons en retour les recettes de survie en forêt, ainsi que les techniques de descente en rappel dans ce puits. Tu vois, la corde, elle va rentrer ici. Arrête-toi autant que nécessaire. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Première chose... Tu es à quel relais, Vincent? Ok, descends doucement. Ok, Alain, tu donnes les consignes à Marie. Descends bien dans l'axe, hein. Là tu pars un petit peu sur le côté. Tu descends comme un fil à plomb. Et essaie d'avoir une vitesse linéaire. Voilà, tranquille. C'est bon Alain? Bien Marie s'arrêter si t'as besoin. Ah, tu souffles là. C'est dommage que ça s'arrête à 80 mètres. Hein. Nous, ce qu'on aurait voulu, c'est aménager un bivouac pour ensuite continuer. Tu vois, avoir, mais bon, déjà, c'est assez exceptionnel, je pense. Les lèvres, voilà. Mais ça colle aussi avec le commerçant. Ouais. Appartient à la fournaise actuelle. Elle appartient à la fournaise actuelle, mais on a des éruptions très récentes dans la plaine des Cafres. Donc on a de l'activité excentrique très récente. Dans la salle des tangs, il y a de belles curiosités. Le magma a cherché différents chemins pour se frayer une voie jusqu'à la surface. Voilà. Les minéraux aussi sont particulièrement intéressants pour les scientifiques. Oui, donc ça ça vient pas d'ici, c'est sûr. C'est un basalte, hein, c'est une lave, hein, mais elle vient pas de la fissure. Chacun a sa méthode de prélèvement. C'est pareil. Elle est venue. Non? Ouais. Ça sera ça ta sécurité. Et avec l'autre longe, avec celle-ci, Ouais. comme depuis le début, tu as un nœud, un bout de corde, Ok. et ça fait comme une moulinette, ça s'appelle notre contre-assurance. Donc on a quelque chose de très énigmatique. Ouais. Et là, elle est très fraîche. Ouais, c'est peut-être une autre éruption qui a emprunté le même conduit. Hein. Ouais, le German Dike.
C'est la fin de la fissure ici. Hein. Il faut remonter. On peut voir les efforts que cela demande en suivant les explorateurs. Voilà. Pourquoi ça monte plus? Donc quand tu arrives là, tu enlèves le... D'accord. Si. Voilà. Laisse-toi bien pour ton sac. Ok, ça passe. Défais-toi, occupe-toi de ton truc, Merci Cindy. Derrière. Le soir, au camp, Nicole Cresté examine les échantillons que nous lui avons ramenés. Il y a un crâne aussi. Il y a un bon, petit crâne il faut le... dans le tube. Non, mais aussi. Il y en a beaucoup de comme ça. Hein. Ah bon? Non, et puis là, il y a vraiment un croc qui est bien développé. Le Commerçon est passé pas très loin du puits Jeanne Barret. En fait, il est passé au-dessus de la rivière des Remparts. Il n'a pas dû y descendre. Et bien entendu, comme c'était un botaniste et puis qu'il découvrait pour la première fois pour lui, mais aussi pour la Réunion, la flore de la Réunion, il a dû essayer de récolter un maximum de plantes. Et il a récolté des plantes que l'on a vues, nous, au puits Jeanne Barret. Autour du puits Jeanne Barret, nous avons vu surtout des plantes indigènes. En effet, sur à peu près 50 plantes de notre liste, nous n'avons relevé que 4 plantes exotiques. C'est donc, on peut dire qu'on avait affaire à un milieu assez préservé, un assez beau milieu, assez naturel, et on peut penser qu'il était très proche de ce qu'a vu Commerson lorsqu'il est passé dans les environs. Dans la ravine qui est toute proche du camp, nous avons observé quelques pieds d'hétérochénia
qui semblait en bonne santé et qui fleurissait au moment où nous sommes passés. Et Commerson lui-même, qui est passé à la même période, en décembre, a vu ces plantes en fleurs et c'est lui qui, le premier, les a signalées. Il les a appelées campanula, parce que ça ressemblait à des campanules, et ce nom n'a pas été gardé. Maintenant, on parle d'Heterokenia, mais les Heterokenia font bien partie de la famille des Campanulacées. Heterokenia, c'est un genre endémique de la Réunion. C'est un genre qui comporte 4 espèces pour l'instant, et les 4 espèces sont endémiques de la Réunion. J'ai profité de la floraison des Heterokenia pour surveiller les animaux qui pouvaient les visiter afin de se nourrir de nectar. En effet, les Heterokenia produisent beaucoup de nectar. C'est un nectar incolore, bien sucré. Et j'ai vu d'abord, c'est-à-dire sont les plus nombreuses, des abeilles qui viennent et qui rentrent entièrement dans la fleur, à l'intérieur de la fleur, et qui au passage se couvrent de pollen. Elles sont très poilues et elles vont se couvrir de pollen. Le deuxième animal qui est venu visiter les fleurs d'Heterokenia, c'était un animal de la famille des mouches, un diptère, un syrphide. C'est un animal qui imite un peu les abeilles et les guêpes par son aspect. Il est jaune et noir, mais il n'est pas aussi poilu que l'abeille et je n'ai pas remarqué qu'il rentrait à l'intérieur de la fleur. Il se posait plutôt sur le pistil et il me paraît être sans doute beaucoup moins efficace pour polliniser les fleurs. Et puis le dernier animal que j'ai vu et le plus intéressant, c'est l'oiseau vert, un oiseau endémique de la Réunion qui plonge sa tête à l'intérieur de la fleur pour récupérer le nectar qui se trouve au fond de la fleur et qui, en faisant ça, se met du pollen sur les plumes et va donc polliniser de façon très efficace les fleurs d'Heterokenia. On a relevé les images de l'appareil infrarouge qu'on a laissé au fond de la salle des tangs. En fait, il fallait un appareil infrarouge parce qu'il fait nuit totale. Et donc, ça nous a permis de voir ce qui se passait malgré tout. On a fait des séquences pendant 3 mois pratiquement, une le matin et une le soir. Et ce qu'on a remarqué sur les images, j'en choisis quelques-unes là, par exemple celle du soir. On voit que tous les soirs, il y a du brouillard qui circule dans cette salle, comme tu vois là. Mm-hmm. Et ça laisse supposer qu'il y a peut-être comme un système d'aération qui se met en place et on ne sait pas d'où ça vient. Donc on va essayer de savoir comment ça fonctionne. Et par contre, les images du matin, et c'est très calme. Il n'y a pas du tout de brouillard dessus. Donc ça laisse supposer sur toutes les images qu'on a, parce qu'il y a eu pendant les quelques mois presque 900 séquences, toutes montrent qu'il y a un système régulier qui fonctionne. Donc on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, l'aérologie en quelque sorte. Tu as une idée toi ? Tu sais, comme on le disait, peut-être que justement là le petit orifice qu'il y a au sommet juste à l'aplomb du dôme de la salle des tangs, eh bien peut-être que ça circule par là, puisque c'est notamment il y a des fragments, des morceaux de bois, c'est là qu'on a trouvé aussi du charbon, juste dans l'axe là, dans le fond de la salle des tangs. Peut-être que ça circule par ici. Ce qui fait que la prochaine fois qu'on descendra, on reposera cet appareil, mais on le posera au niveau du pas de Marlène pour avoir une vue d'ensemble de la salle et voir si on arrive à nous rendre compte d'où vient ce brouillard. Un des projets de notre prochaine expé. Voilà.
Bulon explique à Cindy, chargée de la sécurité sur corde en surface, ce que l'on voit dans le puits. Et alors en fait, il faut descendre à 50 mètres pour ne plus voir le jour en haut. D'accord. Nous préparons également la prochaine descente. À cette profondeur. Ça sert à quoi ce petit appareil? Ah ben ça c'est un système que j'ai bricolé pour pouvoir aller filmer une araignée qui se trouve au fond du puits Jeanne Barré. Elle vit à 80 mètres de profondeur dans le noir total et je voudrais faire des images pour montrer aux scientifiques pour savoir si c'est une espèce nouvelle ou pas. D'accord. Mais pourquoi Jeanne Barré? Eh ben, on a appelé ce puits Jeanne Barré parce qu'il se trouve juste en dessous du cratère Commerson. Et Jeanne Barré était la compagne de Commerson. Elle a eu une vie extraordinaire. Vraiment extraordinaire. En 1767, Philibert Commerson est un éminent scientifique du siècle des Lumières, reconnu et respecté par ses pairs. Il est botaniste du roi Louis XVI et fréquente assidûment les jardins royaux. Il a accueilli auprès de lui une jeune orpheline, Jeanne Barré, à qui il a confié l'administration de sa maison. Cette jeune femme, très intelligente et curieuse de tout, s'intéresse depuis son enfance à la botanique et elle peut maintenant accéder, grâce à Commerson, aux jardins exotiques du roi. Jeanne et Philibert sont très liés et l'élève bientôt va se montrer aussi doué que le maître dans le domaine des connaissances scientifiques. En cette année 1767, un événement extraordinaire va changer à jamais le destin de Philibert Commerson. Ce courrier du roi Louis XVI apprend à Commerson qu'il va faire le tour du monde sur les bateaux de Bougainville. Il sera botaniste et médecin de la première circumnavigation française. Commerson va réaliser le rêve de sa vie, étudier les curiosités botaniques de la planète autrement que dans les jardins exotiques du roi. Jeanne partage le bonheur de Philibert, mais très vite elle réalise aussi ce que cela signifie pour elle. Elle va être orpheline une seconde fois, se retrouver seule à nouveau. Son bonheur pour Commerson va devenir petit à petit une grande anxiété pour elle-même. Que va-t-elle devenir ? Jeanne va prendre elle aussi une décision qui va bouleverser à jamais sa vie. Encore faut-il réussir à convaincre Philibert.
En 1767, l'Étoile et la Boudeuse, les bateaux de Bougainville prennent la mer pour la première navigation française autour du monde. À bord de l'Étoile, il y a un passager hors du commun, Jean Barret. Les femmes sont interdites sur les bateaux du roi. Alors Jeanne est devenue Jean. Philibert Commerson s'est laissé convaincre d'emmener avec lui son valet. Jeanne sera ainsi la première femme à avoir fait le tour de la Terre. Punaise, quelle vie extraordinaire qu'elle a eue. Ouais, hein, vraiment extraordinaire. Ce nom de la salle des Tangs nous a paru comme une évidence. Ce spécimen est fraîchement tombé, puisque nous étions sur place la veille et il n'était pas là. Nous avons fait une expérience en lançant 2 tangs dans le puits pour constater comment ils arrivaient jusqu'en bas après 70 mètres de chute. Lancez! En roche, il y a quelque chose qui a été prélevé dans le en échantillon, il y a un bout de donc la coulée du fond qui a été échantillonné, je crois, un morceau. D'accord. Moi j'ai pris un morceau de plaquage, c'était la petite. Roche massive, je ne sais pas après si oui, s'il y a eu des prélèvements qui ont été réalisés dans les expéditions antérieures. Oui. Déjà, on peut faire une analyse entre ces roches et les roches qu'on trouve des grandes coulées qui arrivent jusqu'à Saint-Joseph. Donc rien que ça, ça peut nous donner une indication, est-ce qu'on est dans un magma qui est le même, ou est-ce que effectivement, comme une des hypothèses, on n'est pas sur un événement plus tardif, et qui expliquerait aussi cette topographie tardive qui serait mise en place avec ce promontoire, qu'on expliquerait difficilement avec juste des coulées qui vont mouler tout simplement le relief. Donc, ce serait bon que ce soit une éruption plus tardive parce que Jeanne Barret était beaucoup plus jeune que Philibert Commerson. Voilà. À l'île de France où elle a été laissée, Jeanne a retrouvé sa féminité et sa passion pour la botanique. Mais Philibert n'est plus là, emporté par le paludisme. Jeanne Barret est à nouveau seule au monde. Mais elle ne le restera pas très longtemps. C'est pour suivre Philibert que Jeanne avait pris la mer. Il est plaisant d'imaginer que Jeanne a fait le tour du monde par amour et que c'est au bras d'un époux qu'elle a pris la route du retour. Que s'est-il passé pour le cratère Commerson dans la vallée de la rivière des Remparts ?